il est question toujours de refonder. Ils veulent toujours tout refonder. Ils veulent refonder la politique, refonder leur mouvement. Ils veulent tous refonder quelque chose. Ils ont un problème de fondement, peut-être. De fondation, pardon. Ils veulent réinventer, réenchanter, revisiter, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est le discours macronien, mais que vous trouvez partout ailleurs. Alors moi, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans bientôt. Alors, on n'a pas besoin de refonder quoi que ce soit, en fait. Parce que tout ce que je dis depuis 17 ans, devant tous les Français, se révèle exact. On n'a pas un mot à changer. Hein. On a signé, lors de la fondation, une charte fondatrice. Il n'y a pas une virgule qui a été changée. Vous pouvez la voir, elle est en ligne depuis 17 ans. Alors, la seule chose qu'il faudrait modifier, c'est une donnée conjoncturelle qui était le niveau du SMIC. Et puis, par ailleurs, aussi, des évolutions malheureusement très malheureuses sur l'endettement de la France. Mais à part ça, tout le reste est absolument exact et confirme malheureusement la situation telle qu'elle est en train de se produire. Comme je le dis souvent, on me traite de Cassandre. Mais vous savez, en tout cas ceux qui ont des humanités antiques, vous savez que dans la tragédie grecque, Cassandre annonçait des malheurs. Mais vous savez aussi que malheureusement, elle avait raison. Donc c'est pas uniquement quand on dit vous jouez les Cassandres, c'est finalement c'est assez juste. Parce que je n'annonce pas des malheurs et qui ne se réalisent pas. Malheureusement, les malheurs que j'annonce se réalisent. En fait, beaucoup de gens, je veux dire l'écrasante majorité des Français ne savent pas à quoi ça sert les élections européennes, en fait. Il s'agit d'élire des parlementaires dans une espèce de cénacle qui fut appelée jadis l'Assemblée consultative des communautés européennes et qui s'est transformée en 1979 en une espèce de parlement avec un suffrage universel. Ça, c'était sous Giscard que ça s'était produit. Et puis, venez, il y a encore de la place dans la maison du Père. Et puis, progressivement, le temps venant, vous savez qu'il y a eu un changement fondamental dans la construction européenne qui s'est passé en 1992, avec le référendum sur le traité de Maastricht, qui a transformé ce que l'on appelait auparavant les communautés européennes ou le marché commun en une nouvelle entité qui s'appelle l'Union européenne, avec un drapeau, et qui est en fait une Europe fédérale, qui ne dit pas son nom. Ça fait 32 ans que ce référendum a eu lieu. L'Union européenne est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Elle a, entre autres choses, a drainé avec elle non seulement un changement de nom, un drapeau qui existait auparavant mais qui a été vraiment de plus en plus utilisé, mais aussi une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, qui était un des piliers de Maastricht, qui a changé ensuite de nom pour s'appeler la PESD, la politique étrangère et de sécurité et de défense, et que je propose personnellement d'appeler la PEST, tout simplement, c'est-à-dire la politique étrangère de sécurité et de terreur. C'est également le traité de Maastricht qui a créé l'euro. Je rappelle que d'ailleurs dans le traité de Maastricht, qui a été ratifié par les Français sur le fil du rasoir, il n'était pas question de l'euro, mais il était question de l'écu. L'écu qui chantait à l'oreille des Français comme une vieille monnaie de l'Ancien Régime, et qui était European Currency Unit, c'était European Common Unit, pardon, qui était un acronyme anglais. Je rappelais hier soir, parce que j'ai eu cette question, que en fait ce traité a changé après coup, parce que les européistes n'hésitent pas à piétiner le droit. On n'a pas le droit de changer un mot d'un traité. Surtout un mot relativement important, c'était le nom de la monnaie. Mais il se trouve que les Allemands qui s'étaient fait faire comment dirais-je, qui avaient été forcés en fait d'adopter ce projet de monnaie commune, et pas par François Mitterrand comme on l'a souvent dit, mais par les Américains eux-mêmes. Les Allemands ont toujours été très réservés sur cette monnaie. Ils ont imposé un système qui serait facilement réversible. Je renvoie à certaines de mes autres conférences, avec notamment des banques centrales nationales qui ont été maintenues pour que ce soit facilement réversible. On pourra revenir là-dessus sur ce sujet dans les questions. Les Allemands l'avaient gros sur la patate. Donc lorsqu'ils se sont rendus compte que malheureusement le traité allait vraiment entrer en vigueur, en 1997, ils ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas du nom de écu. Pas fondamentalement parce que c'était le nom d'une monnaie française, en fait. Et un acronyme anglais. Ils ont fait valoir que, en allemand, die Kühe, ça veut dire la vache. Ils ont dit on ne veut pas payer en vache. Puis accessoirement, c'est aussi le nom d'une bière allemande qui s'appelle EQ, EKU. Donc ils ont dit hors de question.
Donc il y a eu des tractations. Chirac a dit mais pas de problème, on va changer, etc. Et donc il a été décidé dans des conciliabules entre des portes capitonnées que le nom de l'EQ serait changé et les Allemands ont proposé l'euro. À ce moment-là, ce sont les Grecs qui ont levé la main, puisque vous savez, c'est comme le Rubik's Cube. Hein. Dans l'Union européenne, dès qu'il y a un truc qu'on croit résoudre, boum, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Les Grecs ont fait savoir, mais non, ça va pas du tout, parce que euros, ça veut dire l'urine. Bon, là, je m'égare, parce qu'on est quand même assez loin du but. Si je commence à faire des digressions, là, on en a jusqu'à 6 heures du matin. Et donc, on a eu ce traité de Maastricht qui nous a imposé la politique étrangère de sécurité commune, la monnaie commune, mais appelée monnaie unique en France, ce qui est un véritable problème, puisque les Français approuvent que non seulement le peuple français, mais c'est des choses compliquées en fait, mais ça veut dire surtout que les dirigeants, des responsables politiques, les journalistes, personne ne comprend, ne connaît comment fonctionne l'euro en réalité. Hein. On les compte sur les doigts d'une main, en fait, hein, les gens qui savent comment fonctionne l'euro, plus évidemment les gens à la Banque Centrale Européenne, non compris Madame Christine Lagarde, dont l'incompétence est notoire, et donc en ce moment il a fallu avoir une grève à la Banque Centrale Européenne devant l'incompétence de Madame Christine Lagarde. J'en profite pour dire au passage petite tristesse, c'est que de plus en plus dans le monde entier, maintenant, on commence à comprendre que la France est un pays dont les dirigeants politiques sont nuls. C'est extraordinaire. Enfin, on bat des records de nullité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était le deuxième pilier de Maastricht. Et dans la foulée, évidemment, le Parlement européen a pris un petit peu plus d'ampleur, parce que on a expliqué que c'était une grande œuvre démocratique, sauf que le Parlement européen n'est pas démocratique du tout, puisque je rappelle que, à l'époque, en fait, la Commission européenne décide d'à peu près tout. Alors, je voudrais ici rappeler, pour ceux qui n'auraient pas bien des choses à l'esprit, que nous avons, en gros, 4 structures. On a la Commission européenne, qui est une structure de fonctionnaires, de technocrates, avec, je ne sais plus combien, 13 000 personnes à Bruxelles. Et à la tête de cette commission se trouve justement la Commission elle-même, avec le président de la Commission européenne, ou la présidente, puisque c'est actuellement Madame von der Leyen. Vous êtes moi j'en ai marre des complotistes. Et puis avec des commissaires européens. Donc ça, c'est une structure qui est une abomination pour la pensée classique, la séparation des pouvoirs, depuis Montesquieu, l'esprit des lois, 1744. Normalement, une démocratie, enfin un pays qui a une constitution, on sépare le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc dans l'Union européenne, ça ne se passe pas exactement comme ça, puisque le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont en fait mélangés dans la même structure qui s'appelle la Commission européenne. Pour ne pas dire d'ailleurs aussi une partie du pouvoir judiciaire, puisqu'elle se permet de prendre des sanctions quand ça l'arrange, par exemple contre tel ou tel pays, je pense par exemple à la Pologne ou à la Hongrie de Viktor Orban, lorsqu'elle déplaise. Donc on a cette structure qui est devenue un peu métastatique comme un cancer qui s'est beaucoup développé, qui est constituée de fonctionnaires qui ne sont pas élus, ils sont élus par personne, sauf évolutions dont je vais parler dans un instant et qui sont des évolutions récentes. Il y a par ailleurs le Conseil européen, qui est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui est censé prendre les décisions. C'est la méthode dite intergouvernementale. Et lorsque vous parlez à des européistes, il y a des gens qui disent « Mais enfin, c'est scandaleux que vous attaquiez cette pauvre Commission européenne qui n'y est pour rien. Ce ne sont que des fonctionnaires. Toutes les décisions sont prises avec l'accord et la volonté des chefs d'État et de gouvernement. Comment pouvez-vous dire ça ?» Alors, c'est à la fois vrai et c'est totalement faux. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter dans ma carrière, puisque j'ai la particularité d'avoir eu une carrière qui m'a amené à connaître beaucoup de choses. Alors évidemment, je n'ai pas 34 ans, donc je ne suis pas digne d'être Premier ministre. Évidemment, je connais la syntaxe française, donc je ne suis pas digne d'être ministre des Affaires étrangères. Évidemment, je connais quand même beaucoup d'articles des traités. Rappelez-vous qu'en 2017, je me suis fait brocarder. On m'a traité comme un professeur nimbus parce que je savais de quoi je parlais. C'est incroyable. Hein, c'est comme si, par exemple, vous aviez des problèmes, je sais pas, vous avez un problème avec votre employeur, et donc vous estimez qu'il a violé le droit du travail, etc. Donc vous allez voir un avocat qui est spécialiste là-dedans, et le spécialiste, l'avocat que vous consultez, dit
Ah ben oui, je vois très bien ce que vous avez, donc on va attaquer votre employeur en vertu de l'article tac du Code du travail, et puis avec la jurisprudence du 12 décembre 1978, celle du 1er janvier 2004, etc. Et puis votre compte est bon. Et à ce moment-là, vous sortez du cabinet de votre avocat en disant « Mais vite que je trouve quelqu'un d'incompétent, parce que celui-là connaît trop bien son affaire. » C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Moi, j'ai eu des journalistes qui rigolaient parce que je citais les articles. Et donc je raconte tout ça parce que c'est ce que je dis aux gens qui m'expliquent qu'en fait, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les dossiers, ils arrivent, ils ont été filtrés pendant des mois et des mois par toute la structure de la Commission européenne à Bruxelles. Ça arrive, pratiquement, ce sont des dossiers qui ont fait l'objet d'une espèce de consensus de fonctionnaires qui sont des technocrates élus par personne, qui sont pénétrés de l'idéologie de la construction européenne et qu'il faut faire avancer le schmilblick. Et lorsque les chefs d'État et de gouvernement arrivent et prennent ça, ben, ils ne peuvent pas dire non. Parce que s'ils disaient non à tout, tout serait bloqué. Et donc j'ai pu le voir, c'est pour ça que je fais cette anecdote, j'ai pu le voir concrètement, c'est que, en fait, formellement, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident, mais en fait, non. C'est d'ailleurs certainement à l'issue d'un processus de cette nature que la France a accepté que le prix de l'électricité soit assujetti dans le marché commun de l'électricité en Europe au prix de fabrication de l'électricité par les centrales à gaz en Allemagne. Voilà. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Mais enfin, normalement, la France n'aurait jamais dû accepter ça. Alors, on a vu donc que vous avez la Commission européenne qui, en fait, qui a pris un pouvoir considérable. Le Conseil qui a un pouvoir, normalement, c'est lui qui décide, mais en pratique, non. Dans la cybernétique administrative, si vous faites un travail de type, je sais pas, de tous ceux qui ont étudié les phénomènes bureaucratiques, etc., en réalité, le pouvoir a déserté pour l'essentiel, sauf des très grands sujets, bien sûr. Mais pour beaucoup les sujets communs, c'est en général pas le Conseil des chefs d'État et des gouvernements. Restent les deux autres institutions qui sont le Parlement européen et la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, dont on a un peu tendance à oublier l'existence, c'est quand même une Cour de justice qui siège à Luxembourg et qui vérifie que les États membres de l'Union européenne appliquent bien les traités qu'ils ont signés et ratifiés. Et ça, c'est quand même important. Et je précise que les traités font obligation, au sens propre du terme, obligé, c'est-à-dire tenu par la loi des traités. La Commission européenne doit saisir la Cour de justice lorsqu'elle constate qu'il y a un manquement au traité de la part d'un pays. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des instances pendantes devant la Cour de justice, la France notamment. La France s'est fait traîner de nombreuses fois devant la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle traînait des pieds à transposer en droit français des directives communautaires. Ça a été par exemple le cas pendant longtemps sur le glyphosate, par exemple, où on avait traîné des pieds. Donc on a été condamné à une amende qui était, je crois, de quelque chose comme 135 000 € par jour de retard. Voilà. Alors je dis ça au passage pour toutes les personnes dans cette salle qui se disent « Oui, mais non, on peut très bien rester dans l'Union européenne, on n'en fera qu'à notre tête, on va entrer dans un parti de bras de fer, on va faire des alliances au Parlement européen, mais je vais y revenir tout de suite, et puis en fait, tout ça, ça va être... » Non. Si la France commençait à faire ce que conseille M. Mélenchon depuis 20 ans, ce que conseille Mme Le Pen depuis 10 ans, ce que conseille M. Zemmour depuis 2 ans, il se passerait quoi ? Il se passerait qu'on serait traîné devant la Cour de justice de l'Union européenne et qu'on serait battu et qu'on devrait payer des amendes. Voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « on va pas payer ». Bah oui, très bien. Alors, ne payons pas, mais à ce moment-là, si on ne paye pas, les autres États de l'Union européenne seront fondés à dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet État voyou ?» et seront fondés à avoir recours à une autre instance internationale. Si on ne respecte pas les traités, c'est tout simplement d'avoir recours à la Cour internationale de justice. On n'est pas encore là, mais pourquoi pas ? Donc je rappelle que c'est l'instance suprême de la juridiction du droit international, c'est une émanation de l'ONU. Et la France serait évidemment condamnée, puisqu'on aurait claironné partout que de toute façon on ne respecterait pas les traités. Donc la France, membre permanent du Conseil de sécurité, condamnée devant le monde entier par la Cour internationale de justice parce qu'elle ne veut pas respecter les traités. Et tout ça pourquoi d'ailleurs au passage ? C'est quoi l'objectif, en fait ? C'est-à-dire que si vous êtes dans un jeu où vous perdez systématiquement, parce que c'est le jeu dans lequel on se retrouve, il y a un moment à partir, comme l'avait dit De Gaulle à Alain Perfit, vous le trouverez dans le tome 2, De Gaulle avait dit, quand on est couillonné, on dit « je suis couillonné, je m'en vais ». C'est ce que De Gaulle a dit. On est couillonné, donc on s'en va, voilà, c'est tout. Mais on ne va pas prétendre continuer à jouer à un jeu en changeant les règles en cours de route, ça n'est pas possible. Donc en tout cas, la Cour de justice de l'Union européenne, elle est là, et bien là, et elle surveille l'application des traités.
Reste le Parlement européen qui nous préoccupe tous aujourd'hui, puisque nous allons avoir les élections au Parlement européen. Alors le Parlement européen, donc, depuis quelques années, notamment avec les traités supplémentaires qui sont intervenus après Maastricht, je rappelle le traité d'Amsterdam, le traité de 1997, le traité de Nice de 2000, et puis ensuite le traité sur la Constitution européenne qui a été avorté puisque les Français puis les Néerlandais l'ont rejeté, mais qui s'est muté en un traité de Lisbonne qui a été concocté dans le dos des Français selon une procédure absolument scandaleuse du point de vue juridique, du point de vue de la légitimité politique plus exactement, parce que du point de vue du droit, malheureusement, on ne peut pas trop s'y opposer. C'est que, comme vous le savez, Sarkozy a fait ratifier par les parlementaires français réunis en congrès à Versailles en 2007 le traité de Lisbonne qui reprend en fait la constitution européenne en changeant de 3 points virgule. Donc, depuis quelque temps, notamment depuis le traité de Lisbonne, il y a eu des évolutions sur le Parlement européen. À quoi ça sert en fait le Parlement européen? Pendant longtemps, ça servait en fait, c'était une simple assemblée consultative. Elle a eu un petit peu plus de pouvoir. Mais lesquels? Premier pouvoir, c'est que le Parlement européen élit formellement le président de la Commission européenne. En l'espèce, Madame von der Leyen. Alors, c'est exact, il y a une élection. Mais, il y a un mais, c'est qu'en fait, le président ou la présidente est en général choisi d'un commun accord par la chancelière d'Allemagne ou le chancelier d'Allemagne et le président de la République française. C'est dans le grand mythe du couple franco-allemand. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec Madame von der Leyen, c'est que Macron et Madame Merkel s'étaient mis d'accord pour choisir cette allégorie de l'intelligence et de l'intégrité qu'est Madame von der Leyen. Donc je rappelle qu'elle avait quand même été ministre de la Défense en Allemagne, qu'elle avait été chassée à coups de latte, et parce qu'elle était incompétente, et parce qu'elle était corrompue jusqu'à l'os. Ils nous ont retrouvé un point de chute comme présidente de la Commission européenne. Alors certes, il y a eu ensuite une élection. Il est de tradition désormais de ce que les Allemands appellent Spitzenkandidat, c'est-à-dire de trouver un candidat qui corresponde à la majorité émanante des élections au Parlement européen. Donc comme en 2019, ce qui avait émané, c'était la majorité relative qui était détenue par des partis conservateurs modérés se regroupant dans le cadre du Parti populaire européen, le PPE, qui est une espèce de groupe regroupant différentes nationalités au sein du Parlement. Il avait donc été décidé que ce serait quelqu'un qui serait un membre d'un de ces partis. Alors pour fixer un peu les idées, au sein du PPE actuellement, vous avez, s'agissant de l'Allemagne par exemple, vous avez la CDU, la chrétienne démocratie. S'agissant de la France, vous avez à la fois Reconquête, Renaissance, on s'y perd avec ces le Renaissance qui s'appelle Renew d'ailleurs en anglais, mais aussi les Républicains, M. Bellamy. Les Républicains sont dans le même groupe que Renaissance et que donc le CDU et que Mme von der Leyen. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs sans doute pour les raisons pour lesquelles M. Bellamy à Paris s'indigne du manque de transparence de la Commission européenne, c'est un scandale et c'est ça. Mais une fois à Bruxelles, il ne vote pas en faveur de la publication des contrats Pfizer, alors que c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, comment est-ce que les Français peuvent faire confiance à un escroc pareil? Parce que c'est de l'escroquerie dont il s'agit. C'est quelqu'un qui est capable de dire à Paris le contraire de ce qu'il fait à Bruxelles. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Il a d'ailleurs ensuite expliqué sur je ne sais plus quoi. C'était, je ne me rappelle plus ce que c'était. Enfin, qu'il s'était trompé de bouton. Hein. Je renvoie, j'ai fait un tweet là-dessus, une petite vidéo là-dessus. Il y avait un champion en la matière, hein, c'était Mélenchon. Oui. Mélenchon, il avait quand même... Parce que vous avez, quand vous votez à Bruxelles au Parlement, vous avez c'est pas hyper compliqué. Vous avez un gros bouton rouge qui veut dire non. Vous avez une croix noire sur fond blanc qui veut dire abstention. Et vous avez un gros bouton vert qui veut dire oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 250 pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, il y a des gens qui sont assez finaux, des députés européens, qui ont découvert qu'il y a une faille au truc. C'est que si vous votez le contraire de ce que vous voulez voter, ou de ce que les gens attendent de vous, de ce que les électeurs attendent de vous, vous pouvez après dire « je me suis trompé ». Et à ce moment-là, c'est marqué dans le journal officiel des communautés européennes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il est marqué que vous avez fait
déclaration comme quoi vous vous êtes trompé. Mais, c'est là de colossale finesse, c'est que ça ne change pas le vote. Vous avez compris, pour des esprits vicelards, tout l'intérêt qu'il y a dans cette procédure. Vous êtes élu par des gens de gauche, par exemple, qui s'attendent à ce que vous tapiez sur les grands trusts et les grands conglomérats. Et puis, lorsqu'arrive, je sais pas, un vote au Parlement européen, ben vous votez pour le grand conglomérat. Puis après, vous dites « Oh, je me suis trompé !» Donc vous dites à vos troupes « Mais je me suis trompé, ça peut arriver, quoi, bon. » Mais moyennant quoi, comme vous avez voté pour l'intérêt des grands conglomérats, ben vous avez droit, évidemment, à passer à la télévision. Ou alors, éventuellement, alors, je ne sais pas, monsieur laisse entendre qu'il y aurait des enveloppes. Je ne peux pas le croire. Alors ça, c'est ce qu'a fait Chevènement, quand même, du temps où il était député européen. Alors bon, une fois, si on a un coup dans le nez, ça peut arriver. 2 fois, 5 fois, ça veut dire une fois par an déjà, ça serait, au cours des 5 ans, ça serait quand même déjà gênant quand même de se tromper de vote 5 fois. Mais vous savez que Mélenchon s'était quand même trompé 266 fois. Alors, si vous avez un doute, tapez Mélenchon Asselineau 266 fois sur Google et vous verrez d'un seul coup sortir un article du journal Libération, qui me donne raison. Alors, c'est quand même les fact-checkers de Libération qui étaient obligés de me donner raison. Donc, cette procédure, ce qui s'appelle faire une Mélenchon, Bellamy l'a repris à son compte, donc Bellamy nous fait des Mélenchons. En réalité, pour en revenir à mon sujet, lorsque la France, l'Allemagne tombent d'accord éventuellement avec l'Italie pour choisir un président, en gros, la majorité, il le choisit dans la majorité, hein, c'est ce que, et en gros, le Parlement élit celui qui a été choisi. Voilà. Donc on ne peut pas, je suis honnête, je reconnais que les parlementaires européens peuvent élisent formellement le président, mais c'est un président, je crois d'ailleurs même, il me semble me rappeler, je n'en suis pas absolument certain, faudrait que je revérifie, qu'en 2019, Madame von der Leyen était finalement la seule candidate, ce qui simplifie évidemment le vote. Le Parlement européen également, par mimétisme vis-à-vis des États-Unis, le Parlement européen a adopté un système qui est proche de ce qu'on appelle les hearings, c'est-à-dire les auditions, qui ont lieu à Washington lorsqu'il y a un changement de gouvernement aux États-Unis d'Amérique. Vous savez qu'il y a le système le spoil system, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouveau président des États-Unis qui est élu, que l'ancien n'est pas réélu. Je suis de ceux qui prient pour que ce soit le cas en novembre de cette année. Eh bien, le nouveau président nomme des ministres. Mais ces ministres ne sont confirmés, pas seulement les ministres, il y a un certain nombre de postes de hauts fonctionnaires, comme par exemple le dirigeant principal des États-Unis, c'est-à-dire le chef de la CIA, c'est lui qui dirige le pays, et donc ça passe devant les hearings. Et donc par mimétisme, il a été décidé de faire pareil avec les commissaires européens. Donc les commissaires européens, il y en a un par pays, suite notamment à une protestation, l'Irlande ne voulait pas perdre parce qu'il y a eu des tractations, c'était sur le thème, évidemment, plus il y a de pays, plus ça fait de commissaires européens, il faut se creuser la tête pour leur trouver un portefeuille. Ça fait des portefeuilles un peu à la fois très compliqués, c'est un peu comme quand Macron s'était creusé la tête pour trouver un portefeuille à donner à Madame Schiappa. Au fait, vous savez ce que ça veut dire Schiappa en italien? Non, ça veut dire la conne, en fait. Mais c'est vrai, hein. C'est un mot d'argot italien. Una schiappa, ça veut dire une nullité. C'est comme en norvégien Dussault. Vous savez, comme Olivier Dussault, en norvégien, c'est écrit pareil. Ça veut dire un connard. Bon, arrêtons ici l'étymologie. Donc, les commissaires européens sont choisis un par pays, et ensuite ils doivent passer devant le Parlement européen qui vote ou non pour le commissaire. Alors, il est arrivé... Il y a une fois, il y a quelques... Non, ça arrive en gros, sur l'ensemble des 27 commissaires européens, il y en a statistiquement un qui n'est pas validé. Donc il y avait... je crois que la commission qui avait été élue en 2014, enfin confirmée en 2014, il y avait un Italien
qui avait tenu des propos suspects sur l'IVG, qui trouvait que l'IVG c'était pas terrible, etc. Donc évidemment il y a eu un procès, il était contraire aux valeurs européennes, et c'est ça, donc il a été rejeté. Donc ça c'est le deuxième pouvoir du Parlement européen. Il a aussi un pouvoir qui est un pouvoir de valider des décisions qui sont prises par la Commission européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure normale, dans 70% des cas. Donc ça c'est quand même nouveau. C'est-à-dire que la Commission européenne propose des directives et dans 70% des cas, le Parlement européen vote pour ou contre. Mais c'est quand même assujetti à certaines amodiations qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est que seule la Commission européenne a le monopole d'avoir des idées. C'est-à-dire que le Parlement n'a aucunement le droit d'avoir d'idées. Je rappelle qu'en France, le gouvernement peut proposer ce qu'on appelle les projets de loi, et les parlementaires, les députés ou les sénateurs peuvent proposer eux-mêmes une loi. On appelle ça une proposition de loi. Vous connaissez, je suppose que tout le monde connaît parfaitement les institutions françaises. Attention, il y aura une interrogation à la fin. Donc, il y a la proposition de loi, ça n'existe pas au Parlement européen. Les députés n'ont pas la possibilité de proposer quoi que ce soit. La Commission européenne est le seul monopole. Je dis la seule, c'est-à-dire que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement n'a pas non plus le pouvoir de proposer quoi que ce soit. C'est important à savoir. Le président de la République française ou le gouvernement qui voudrait qu'il y ait un truc n'a pas le pouvoir. Seule la Commission européenne est habilitée à avoir des idées de directives. Alors ça, c'est quand même un bémol assez singulier. Et deuxièmement, il y a 70% des cas qui sont assujettis à un vote du Parlement européen, un vote conforme, mais 30% des cas ne le sont pas. En particulier les choses les plus importantes. Par exemple, tout ce qui concerne la politique étrangère, le Parlement européen n'a pas approuvé ou a désapprouvé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le Parlement européen ? Ah oui, si, ils peuvent aussi lancer des commissions d'enquête. Et puis, ils peuvent aussi faire des vœux ou des... Voilà, ils souhaitent que... Ou alors, ils font aussi beaucoup de condamnations. Donc, si un jour ça vous intéresse, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que vous avez, à chaque fois que le Parlement européen se réunit, vous avez une espèce de litanie des votes du Parlement européen qui condamnent la situation des femmes bantoues au Lesotho, qui condamnent la situation des droits de l'homme en Russie, qui condamnent le sort des Ouïghours en Chine, qui condamnent je sais plus quoi, en Iran, le sort des femmes, et puis en Afghanistan, et puis en Turquie, et puis qui condamne ce qui se passe en Pologne, parce que parfois ça peut condamner soi-même des membres de l'Union européenne, et puis qui condamne... Enfin, c'est incroyable, hein, ce qui se passe aux Comores, au Ghana, au Burkina Faso, au Paraguay, enfin, c'est incroyable. En fait, le Parlement européen condamne à peu près la planète entière, sauf évidemment la communauté internationale, vous le savez, puisque la communauté internationale désigne les États-Unis d'Amérique et leurs vassaux. Voilà. Alors ça, c'est des condamnations qui se succèdent à jet continu et que vous trouverez dans les... Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le Parlement européen. J'ajouterai quand même un point fondamental. C'est ça change à chaque élection le nombre de parlementaires, mais il y a 725, cette année, là, il va y avoir 725 parlementaires européens à élire. Et sur ces 725 parlementaires, il y aura 81 Français. Alors 81 divisé par 725 égale 11,25% des parlementaires. Ça veut donc dire que le choix des Français ne changera rien, en fait, ou très peu de choses, puisque c'est une espèce de ramassis de 27 États aux intérêts totalement divergents, et qui se regroupent, comme je l'ai dit, par grands groupes. Le Parti populaire européen, le groupe Identité, là c'est là où il y a la prétendue extrême droite, et vous avez aussi la gauche, enfin, etc. Mais en pratique, ça je peux pas. C'est un Parlement qui n'est pas tout à fait un Parlement factice, mais pour l'essentiel, toutes les grandes décisions stratégiques sont prises par la Commission européenne, en vertu des traités européens d'ailleurs qu'elle ne fait qu'appliquer. En particulier, vous savez que la France, comme tous les autres États, est assujettie à un rapport annuel de ce que l'on appelle les GOP, des grandes orientations des politiques économiques, décidées en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous voyez à quel point je suis con, je connais même les articles, c'est incroyable.
Et donc cet article, ce rapport sur les GOPÉ, tous les ans, explique aux Français ce qu'ils doivent faire, et puis aux Belges, et puis aux Italiens, et puis ci, et puis ça. Hein. Donc s'agissant de la France, par exemple, si vous reprenez tous les rapports des GOPÉ au cours des 10 dernières années, ben vous savez par exemple que la France a été priée de remonter l'âge de départ à la retraite, hein, avec un objectif 67 ans. C'est pour ça d'ailleurs que Fantomas, il propose 67 ans. C'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il devra faire s'il est élu président de la République. C'est d'ailleurs pour ça, au passage, qu'il est considéré comme étant l'homme politique préféré des Français, par les sondages. C'est d'ailleurs un peu bizarre, parce que comment se fait-il que les Français, par millions, ont descendu pour 64 ans, et qu'ils en pincent pour un type qui veut le porter à 67 ? En fait, c'est parce qu'il applique à l'avance les grandes orientations des politiques économiques. Mais vous avez aussi la destruction de nos services publics. Alors, c'est pas marqué détruire les services publics. Il y a la libre concurrence, il faut avoir la concurrence libre et non faussée, il faut donc pouvoir ouvrir le marché, par exemple, du ferroviaire à la concurrence, c'est-à-dire, en fait, détruire la SNCF, avoir toujours des procédures de moins 10 ans. C'est pareil pour EDF, c'est pareil pour les barrages, c'est pareil pour tout, en fait. Hein, donc tout ça est décidé par les grandes orientations des politiques économiques, qui a été un secret soigneusement gardé, que j'ai depuis maintenant un certain nombre, au moins 15 ans, essayé de mettre en avant. Maintenant, les gens commencent à comprendre un peu ce dont il s'agit. Mais enfin, il est jugé utile, fondamental même, de ne pas m'inviter sur les médias. Parce qu'il ne faut surtout pas que les Français commencent à comprendre ce qui se passe. Voilà.